Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat politique. Ce soir, nous abordons un sujet crucial à l'approche de la présidentielle 2025. Quelle responsabilité pour la jeunesse des partis politiques afin d'assurer une élection sans violence? L'histoire nous a montré que les périodes électorales peuvent être marquées par des tensions. Pourtant, la jeunesse, pilier fondamental de notre nation, a un rôle clé à jouer pour faire de ce scrutin un moment démocratique apaisé. Pour en débattre, nous avons réuni des représentants de quelques forces politiques du pays. Le PDCI RDA, représenté sur ce plateau par Dr Ousmane Chérif, membre du Bureau national de la jeunesse du parti. Le RHDP est représenté par Mamadou Koné, le président national de l'Union des jeunes du RHDP. L'UDC est représenté ce soir par Serge Innocent Terré, le président de la jeunesse démocratique et citoyenne, et c'est Prince Arthur Dali, le président de la Ligue des jeunes du PPACI, qui est avec nous pour le compte du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ensemble, nous ferons le point sur leur engagement, leurs actions et leurs responsabilités face aux défis électoraux. Bonsoir donc, messieurs. Bienvenue sur notre plateau. Le débat, il commence maintenant. On va démarrer par ce reportage signé F. Boué, notre reporter qui nous présente les jeunesses des partis politiques, leur organisation et leur rôle. À 7 mois de la présidentielle, les partis et mouvements politiques mobilisent leurs troupes. Au sein de ces formations, existent des entités dédiées exclusivement à la jeunesse. Elles sont très souvent structurées en branches distinctes ou en mouvements de jeunes. Elles sont placées sous la direction d'un bureau national ou d'une direction spécifique avec différents intitulés. L'instance dirigeante de la jeunesse du RHDP, parti au pouvoir, est conduite par Mamadou Koné. Au PDCI RDA, ce sont Valentin Kouassi pour la JPDCI urbaine et Innocent Yao pour la JPDCI rurale. La jeunesse du FPI est quant à elle dirigée par Afele Dago Paul. Le PPACI a une ligue des jeunes menée par Dalu Prince Arthur. À côté de ses principales formations politiques, des partis et des mouvements politiques nés récemment occupent aussi la scène de la jeunesse politique. La jeunesse occupe une place prépondérante au sein du projet. À tous les niveaux de décision, à tous les postes stratégiques, il y a des jeunes au projet. La jeunesse occupe 70% des postes de responsabilité. Le président a eu confiance à la jeunesse ivoirienne, il veut la rendre dynamique, il veut l'emmener sur des fronts politiques avec responsabilité, avec sagesse. Et donc, il s'est fait entourer essentiellement de jeunes. Ces instances sont souvent réparties au niveau local, régional et national avec des comités et des structures de gestion adaptées à chaque niveau. Les jeunes jouent plusieurs rôles au sein de leurs partis respectifs. La mobilisation politique, la formation et l'éducation politique, la participation à la gouvernance, la lutte pour leurs droits, l'inclusion des jeunes, entre autres. Pour la question de la mobilisation de notre parti, la jeunesse est à la tâche. La jeunesse elle a la présidence de l'organe de la commission de mobilisation sur le territoire national. Alors, à ADCI, on fait entièrement confiance à la jeunesse. La jeunesse n'est pas, comme on a l'habitude de le voir, des porteurs de bâches, des porteurs de chaises. Chez nous, la jeunesse participe au débat. La jeunesse prend des décisions. Nous travaillons, nous, jeunes du projet, avec des jeunes responsables, utiles à notre parti, utiles à notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces organisations sont également confrontées à plusieurs défis, à savoir l'instrumentalisation, la radicalisation politique, le manque de ressources, les inégalités d'accès au pouvoir. Elles doivent surmonter ces challenges pour prendre part aux jeux démocratiques aux côtés de leurs aînés. Alors, chers invités, chers téléspectateurs, sachez vous aussi que vous pourrez poser des questions directement à nos responsables de jeunes qui sont avec nous. Vous pourrez scanner le code QR qui va s'afficher au bas de l'écran. Je recevrai directement vos questions et je les poserai à tous nos invités ici sur ce plateau. Alors, Monsieur Terré, dites-nous déjà, vous en tant que président de la jeunesse démocratique et citoyenne, quel doit être le rôle de la jeunesse au sein des partis et quel est, votre rôle, justement, au sein de votre parti en tant que jeune? Merci, M. Hamza. Merci à la RTI qui nous offre ce cadre. Et je suis Serge Innocent Terré, président national de la jeunesse de l'UDC.
faut dire qu'à l'UDC, la jeunesse, comme le jeune secrétaire général qui est intervenu tout à l'heure, a mentionné, nous sommes à la tâche. Nous sommes comme les pieds du parti. Voilà, la mobilisation nationale de toute l'UDC est à la charge de la jeunesse. Et il faut dire que de façon générale, la jeunesse dans la politique est près des aînés pour apprendre, pour s'apprêter pour la relève après les aînés. Et puis, la jeunesse aussi est là pour s'assurer de la prise en compte de leurs différentes préoccupations lors des différentes décisions politiques. La jeunesse est en politique aussi pour apporter de nouvelles idées, pour apporter une touche innovante qui va redynamiser un peu les actions politiques. Donc, il y a assez de tâches que la jeunesse, en tant que la plus grosse part de la population, peut mener dans... Quel exemple de touche innovante vous avez apporté au sein de votre parti? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Monsieur Koné Mamadou, il dit, Monsieur Terré, que les jeunes, ils sont là pour apprendre auprès des aînés. Est-ce que les aînés font toujours ce qui est bien pour que vous les copiez, vous les jeunes? Merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez à ce débat ce soir. Il faut dire qu'au RAGP, la jeunesse occupe une place importante. Déjà, à tous les niveaux de décision, les jeunes siègent. Déjà, nous, en tant que président national de l'Union des jeunes du RAGP, nous siégeons au secrétariat exécutif. Donc, nous sommes aussi à ce niveau de décision. Donc, les jeunes apportent leur expertise, leurs avis sur toutes les questions qui minent la vie du parti. Donc, les jeunes sont à une position centrale dans l'organigramme du parti. Est-ce que vous êtes écoutés? Est-ce que vos idées, vos opinions sont prises effectivement en compte au sein des partis? Bien évidemment, si nous siégeons au secrétaire exécutif, ce n'est pas pour aller assister, c'est de aussi proposer, de faire des propositions dans le sens de l'évolution du parti. Et voir dans quelle mesure nos propositions seront prises en compte. Votre rôle, c'est lequel? En tant que jeune au sein du parti, votre rôle véritablement, ce n'est pas pour siéger au sein au secrétariat général. Qu'est-ce que vous faites effectivement au sein d'un parti politique, de votre parti? Déjà, notre parti a 3 structures spécialisées. Et donc, la jeunesse occupe une place importante. Nous sommes un pan essentiel de notre parti. Et à ce niveau, nous avons en charge la gestion de tout ce qui mine, tout ce qui regarde la jeunesse de notre parti. Et à notre niveau, nous avons un bureau national qui est structuré. Nous avons à côté du bureau national des coordinations, des zones, des sections. Et à ce niveau, nous sommes en charge de tous ces démembrements de jeunes. Et nous apportons notre expertise à tout ce qui est lié à la jeunesse. Donc voici un peu ce que nous faisons dans le parti. Et ce n'est pas seulement que d'assister, sinon que d'exécuter les mots d'ordre que les responsables du parti nous donnent, mais nous aussi à notre niveau, nous avons des propositions que nous apportons à la direction du parti. Vous apprenez auprès de vos aînés, c'est ce que M. Terré a dit. Je vous avais posé la question, vous n'êtes pas revenu dessus. Docteur Ousmane, vous apprenez auprès de vos aînés, c'est cela? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais aussi profiter pour commencer par remercier la direction du PDCI-RDA qui a bien voulu porter le choix sur ma modeste personne pour représenter le parti à ce débat. Alors, au PDCI-RDA, moi, je suis très à l'aise pour parler de ce sujet parce que je représente ici un parti politique dont le président est d'une excellence, quand il a été jeune, il a été d'une excellence remarquée et remarquable en Côte d'Ivoire. Je représente ici un parti politique dont le président, à 20 ans, était déjà le major du baccalauréat en Côte d'Ivoire. À 22 ans, il était déjà diplômé de l'école polytechnique de Paris et encore à 24 ans, il était major à l'école normale supérieure à Paris. Donc, quand vous avez un modèle de ce genre, vous avez l'obligation d'être une excellence en termes de jeunes. Donc, je suis très heureux, en tout cas, qu'au sein du PDCI-RDA, la jeunesse a toujours joué 2 grands rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de proposition. Le président Tidiane Thiam a toujours fait confiance à la jeunesse depuis, dans toutes les fonctions qu'il a occupées, quand il était directeur général du BNET, quand il était ministre du Plan et du Développement, il a toujours fait confiance aux jeunes. Et encore aujourd'hui, il le montre dans chacune de ses actions.
il fait confiance aux jeunes. Moi-même, j'ai été désigné plusieurs fois pour représenter le parti sur plusieurs débats télévisés autres que celui-là. Donc la jeunesse a toujours été mise en avant. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes de qualité qui sont au PDCI-RDA. Donc la jeunesse a toujours été une force d'action et une force de proposition. Parallèlement à ça, la jeunesse est une force de mobilisation. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez une certaine fougue, une certaine force. Et cette force-là, vous la mettez au service de la mobilisation. Donc, le PDCI-RDA a toujours été un parti de mobilisation. Vous savez, depuis le temps de Kwadwo Konan-Bertin, Kakabe, jusqu'à aujourd'hui, avec nos trois présidents de jeunes, vous n'avez pas cité dans votre élément l'un des présidents de jeunes. Je rappelle qu'il y a 3 présidents de jeunes. Il y a l'urbain, le rural, l'universitaire. Voilà, l'urbain, le rural et l'universitaire et scolaire. Donc, c'est le président Henri-Joël Kwadwo que vous avez omis de citer dans votre élément. Merci de nous le rappeler. Voilà, donc le PDCRDA est très organisé et ça nous permet d'avoir une proximité vis-à-vis de la population. D'accord. Ma question, c'était votre rôle, d'accord, vous y avez répondu, mais je demandais, vous apprenez auprès de ces aînés-là? Non, pour nous, au PDCI, c'est un double rôle. À la fois, on apprend, mais à la fois, on est actif. On n'est pas comme dans d'autres partis politiques où on doit éternellement jouer le rôle d'assistant et d'assister, de sorte à ce que... Quel parti politique, par exemple? Non, mais quand vous avez un parti politique où le candidat que vous vendez à 86 ans, je ne pense pas que vous pouvez venir dire aux jeunes, à 83 ans, vous pouvez venir dire aux jeunes que vous êtes en train de leur parler, voilà. Jusqu'à pas longtemps, vous aviez un président de parti qui avait près de 90 ans. Oui, mais jusqu'à pas longtemps, vous savez aussi que le président des jeunes du PDCI-RDA a toujours été actif au sein du PDCI. Il n'y a jamais eu de président du PDCI qui a été inactif. Donc même le président Bédié a toujours mis les jeunes au devant de sa politique. Toujours. Même quand il était président de la République, il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans son gouvernement. Oui, ça c'est autre chose. Là, voilà, vous parliez des présidents de partis. Tout à l'heure, vous avez vanté les qualités de votre président. Je pense que chacun ici, son parti politique, si on veut faire le CV de nos présidents de parti... Monsieur Hamza, je précise bien ce que je suis en train de dire. Lorsque vous avez dans la position dans laquelle je suis actuellement, où je vends un candidat qui a une certaine jeunesse que vous avez vue partout en Côte d'Ivoire. Et quand je suis devant certains autres candidats qui vendent un candidat un peu plus âgé, souffrez quand même que j'allais dire la position de dire que je suis dans une situation un peu plus favorable. Un peu plus favorable. On va espérer que cette position ne nous conduise pas aux tensions pour lesquelles on est ici, pour les éviter. Donc, chez vous, nos aînés, M. Dali, Prince Arthur, nos aînés ont conduit ce pays dans des crises plus d'une fois. Vous apprenez auprès d'eux. Est-ce qu'on ne doit pas craindre de ce que vous pourrez reproduire, vous, jeunesse de partis politiques aujourd'hui? Merci, M. Hamza. Merci pour donner l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer. Et c'est une bonne chose. Effectivement, quand on parle de jeunes dans le débat politique, pour moi, c'est inévitable. Puisque quand on parle de démocratie, on dit « démos » qui veut dire peuple, kratos, pouvoir, le pouvoir au peuple. Donc ça veut dire que s'il y a 75%, aujourd'hui on a 75% de la population qui est jeune, donc si on parle de démocratie, on parle forcément des jeunes. Donc l'implication des jeunes, elle est obligatoire. Et chez nous, au PPACI, justement, vous savez que le président Laurent Gbagbo, c'est le premier, on va dire, président qui a envoyé cette jeunesse dans la démocratie avec le droit de vote à 18 ans. Donc le président Laurent Gbagbo a toujours fait confiance aux jeunes. Il a misé déjà sur les jeunes depuis qu'il est rentré en politique et il le fait toujours avec des postes de responsabilité qui sont donnés aux jeunes. On apprend avec eux, mais en même temps, on propose cette force de proposition que la jeunesse amène dans la politique parce que nous sommes les plus nombreux et c'est pour nous qu'on fait la politique. Et effectivement, nous avons notre droit de citer dans cette politique, effectivement, au PPACI. Nous le faisons brillamment et le président Laurent Gbagbo l'a fait dans toutes les instances du parti. Et on a un bureau national qui est structuré et la jeunesse est en action, en fait, dans les décisions. Nous siégeons au comité central et nous avons des décisions aussi qui sont prises en compte dans les décisions du parti. Donc vous apprenez auprès d'eux, mais vous n'avalez pas tout, c'est-à-dire... Mais nous proposons, nous n'avalons pas, nous proposons. Nous sommes une force de proposition. Vous avez parlé de démocratie à l'entame de votre propos. La démocratie, est-ce que ça ne doit pas... Est-ce qu'en votre sein, au sein des partis politiques, la démocratie, elle est bien réelle. Elle est effectivement... Vous, par exemple, chez vous, l'élection, c'est l'émanation même de cette démocratie-là. Vous avez été élu ou nommé, vous, en tant que président? Au PPACI... Alors, il faut dire que chaque parti a son histoire. La démocratie ne veut pas forcément dire que moi, j'ai été forcément élu. Oui, il y a eu un congrès
qui a eu lieu. Et effectivement, à la suite du congrès, le président Laurent Gbagbo, Vous a désigné. Il m'a désigné, voilà, pour une mission claire, jusqu'à aller au congrès pour qu'il y ait un jeune qui soit élu à la tête. Qui sera élu après. Maintenant, on va parler de gouvernance au sein des partis politiques. La gouvernance, est-ce qu'elle est réelle, vous, jeunes? Il y a M. Koné Mamadou qui parlait du secrétariat général auquel où il siégeait. Est-ce qu'effectivement, des postes de responsabilité vous sont confiés? Est-ce que la promotion de la jeunesse est véritablement faite? Est-ce que vous n'êtes pas que des faire-valoir au sein de ces partis politiques? Monsieur Terré. Merci, M. Hamza. À l'UDC, j'ai commencé mon introduction par dire que nous sommes chargés de toute la mobilisation de toute l'UDC nationale et même internationale. La mobilisation, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas un poste vraiment valorisant. Je veux dire, est-ce que dans les grades, la hiérarchie, les postes de responsabilité, est-ce que certains vous sont confiés, vous, en tant que jeune? Est-ce que vous arrivez à, par exemple, monter, occuper des postes vraiment au sein de vos partis? J'ai entamé par la mobilisation. D'accord, OK. Mais comme je l'ai dit, le secrétaire général qui est intervenu, c'est un jeune. C'est-à-dire que le président du parti a confié le secrétariat général à la jeunesse. Dans les instances de décision du parti, dans le conseil de présidence, il y a des jeunes qui siègent. Et même dans l'organe de direction, en tant que président de la jeunesse, qui est encore plus restreint, cet organe-là, je siège aussi au nom de toute la jeunesse. Donc la jeunesse n'est mise à l'écart d'aucune action à l'UDC. Voilà, concernant notre implication aux décisions de l'UDC, nous sommes au cœur de toutes les décisions. Et de votre côté, Dr Osman? Oui, au PDCI, il y a tellement d'exemples à foison qu'on peut donner pour la participation des jeunes. L'exemple qui me vient directement en tête, c'est le fait que dans les différentes commissions, vous savez actuellement, le président Thiam a lancé les commissions d'élaboration du projet de société du PDCI-RDA. Donc les jeunes sont composés à pratiquement 70% des différentes commissions. Moi-même, je siège dans la commission santé avec Madame la ministre, professeur Ndri Oman-Thérèse, avec d'autres experts du domaine. Donc, je suis très heureux que le président Thiam fait confiance aux jeunes et fait en sorte que les jeunes ont des idées qui doivent être prises en compte, qui doivent être valorisées. Et pas seulement dans ce domaine, dans les autres domaines comme le capital humain, comme l'économie, vous allez retrouver partout des jeunes. Au-delà de ça, vous allez retrouver les jeunes aussi dans les postes clés. En termes, par exemple, d'organisation du parti, le président a fait confiance à chaque fois. Vous savez, il y a eu, par exemple, le congrès du COGEP où il fallait avoir un représentant du PDCI. Le président a envoyé le président Valentin, le président Kwasi Valentin, pour le représenter à cette manifestation. Donc le président Thiam a plusieurs fois montré que la jeunesse est son credo. Il a vraiment envie de placer la jeunesse au centre de sa politique. Il a plusieurs fois montré dans les actes. Et en même temps, je reviens, excusez-moi de vous interrompre, je reviens parce que vous avez posé tout à l'heure la question à M. Dali, comment il a été élu. C'était une très belle question. Mais en même temps, je voudrais que vous posiez la même question à mon confrère et ami du RHDP qui est là. Comment il a été élu? Parce que nous, au PDCI RDA, nous sommes un parti dont la gouvernance est tellement bonne. Docteur Ousmane veut prendre ma place. C'est important parce que vous posez les questions aussi à monsieur du RHDP. J'ai des questions pour tout le monde. Je pose des questions comme très importantes. Mais je sais qu'il a été élu. C'était à l'issue d'une élection. Une élection, il y avait 3 candidats, je crois. Et docteur Ousmane, vous n'allez pas me poser certaines questions. Oui, on va le dire. Comment vous, à votre niveau, votre parti mobilise la jeunesse en période électorale ou même hors période électorale? D'accord, merci bien. Avant de venir sur votre question, il faut dire que d'abord au RHGP, la volonté du président de la République, qui est le président de notre parti, est de faire la promotion de la jeunesse. Et lorsque nous prenons le secrétaire exécutif, qui est composé de 110 personnes, c'est-à-dire que les secrétaires nationaux et les adjoints, il y a au moins 40% ou 50% de jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont soit les secrétaires nationaux ou des secrétaires nationaux adjoints. Quand tu prends la structure de jeunesse que nous gérons aujourd'hui, l'Union des jeunes du RHGP, lorsqu'il s'est agi de renouveler les instants de jeunesse au niveau de notre parti, le parti a décidé que ce soit les vrais jeunes qui soient mis en avant.
pas comme dans les autres partis où les plus jeunes ont plus de 35 ans, 37 ans. Chez nous, l'âge maximum pour être candidat chez nous, c'est 35 ans. C'est-à-dire tous ceux qui sont membres de mon bureau ont moins de 35 ans. Ce n'est pas ailleurs. Les plus jeunes ont 35 ans, 36 ans, 37 ans. Et lorsqu'on parlait de candidature tout à l'heure... Candidature à quoi? Lorsqu'on parlait de candidature, mon frère, Cheikh Ousmane, parlait de candidature de notre président. Il a dit qu'il avait 86 ans. En 2020, le PDCI avait mis en avant un candidat qui avait 86 ans. S'il n'était pas décédé, à 91 ans, il serait aujourd'hui le candidat du PDCI. Donc, vous voyez, ce n'est pas à l'issue, ça aurait été à l'issue d'un congrès. Comment vous avez le résultat déjà d'un congrès qui n'a pas lieu? Ce n'est pas au PDCI de nous parler de l'âge d'un candidat ou pas. Parce qu'ils sont très mal placés pour le dire. Et parlant maintenant de ce que nous faisons en termes de mobilisation de la jeunesse, il faut dire que nous, depuis notre élection, nous avons passé l'année 2024 à mobiliser les jeunes. Parce que la mission était claire, c'est de mobiliser tous les jeunes de notre parti à l'effet de se préparer pour les élections présidentielles 2025. Et donc, c'est ce travail que nous continuons aujourd'hui. Nous avons, dans un premier temps, été sur le terrain pour enregistrer des personnes qu'on appelle les primo-votants, avant même l'opération de la révision de la liste électorale. Et pendant la révision, moi-même, avec l'équipe qui m'accompagne, le Bureau national, nous avons parcouru au moins 25 régions pendant la période de la révision de la liste électorale. C'est-à-dire que nous sommes conscients du rôle que le parti nous a assigné. En tant que et vous en avez enregistré beaucoup? Combien à peu près? D'abord, pour l'opération d'enregistrement des primo-votants, avant l'opération de la révision de la liste électorale, nous avons identifié au moins 1 million de jeunes qui étaient prêts à aller se faire enrôler sur la liste électorale. Et que vous avez réussi à faire enrôler. Nous avons commencé déjà à établir les documents administratifs avant que l'opération ne soit lancée. Et donc, on a pu quand même avoir un large score pour l'opération de la liste électorale. C'est vrai qu'il y a un bon stock qui est resté, qu'on n'a pas pu faire enrôler en temps, mais quand même, nous avons fait enrôler le maximum de personnes. Un bon stock, d'accord. On va y revenir tout à l'heure. Monsieur Dali, oui. C'est quoi les défis de la jeunesse au sein de votre parti? Alors, merci pour la question. Les défis sont les défis de la jeunesse en général en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les jeunes au niveau national puissent s'exprimer. Et je rejoins en plus Monsieur Koné Mamadou, le président de la jeunesse du RHDP, qui dit qu'il a un stock qu'ils ont et qu'ils n'ont pas pu avoir accès. Et justement, c'est là que se pose le problème au niveau de la révision de la liste électorale. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, au PPACI, on dit que si on veut que les jeunes puissent participer et puissent être actifs dans le processus électoral, il faudrait que ces jeunes-là puissent être enregistrés sur la liste électorale. Et nous avons des jeunes qui ont besoin d'être enregistrés sur la liste électorale et nous voyons que cette révision de la liste électorale en 2025 selon la CEI, ne peut pas avoir lieu. Donc justement, et cela est un blocage pour que cette jeunesse puisse s'exprimer. C'est pour cela qu'au PPACI, on demande à ce que cette révision de la liste électorale puisse être faite pour que ces jeunes, justement, puissent s'exprimer en exprimant leur vote, en exprimant leur opinion. D'accord. Par rapport à ce que vous dites, j'ai quelques chiffres ici. Vous dites vous avez beaucoup d'électeurs en stock. Tu le dis. Je note, vous aussi, vous avez dit que vous le rejoignez. Allons-y, vous le rejoignez. J'ai des chiffres qui disent que 518 000 demandes de certificat de nationalité ont été faites entre septembre et décembre 2024. 518 000 demandes. Il y a 478 000 qui ont été délivrées, presque donc la totalité. Ça veut dire que si tous ceux-là ont pu être inscrits, votre stock, il sort d'où? Son stock? Alors, M. Hamza, il a dit qu'il a 1 million de stocks. Vous l'avez rejoint. Non, ce que j'ai dit... Même au nombre le nombre de cartes nationales d'identité délivrées, j'ai 192 000 CENI demandées presque dans la même période et puis qui ont été totalement délivrés pour l'inscription. Ça fait beaucoup de chiffres qui viennent un peu contredire ce que vous êtes Monsieur Hamza, vous ne me contredisez pas. Vous ne le rejoignez plus. Je dis, ce que j'ai dit, comme ils ont un stock de 1 million, il serait bien qu'on ait une révision de la liste électorale, qu'on l'ouvre et que ce stock soit épuré. Et comme je le dis, vous donnez des chiffres, mais moi je peux vous dire que chaque année, depuis de 2010 à 2020, on a eu à peu près 275 000, ajouts sur la liste électorale. En 2020, il y a eu à peu près 904 000. La dernière liste en 2023, là, il y a eu
il y a 1 400 000 primo-accédants et dedans, il y a 500 000 nouveaux, on va dire, nouvel inscrits. Donc, ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 1 million de personnes qui veulent s'inscrire. Et donc, en 2025, on a 1 million de personnes qui sont susceptibles de pouvoir voter et qu'on ne veut pas mettre sur la liste électorale. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je viens de vous donner des chiffres. Non, moi, si je vous donne des chiffres, vous donnez des chiffres, je vous donne des chiffres. Qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi ce million-là ne s'est pas inscrit sur la révision de la liste électorale en cours? Mais chaque année, est encore vous savez que chaque année, il y a des majeurs. Écoutez, on est d'accord. Monsieur Hamza, vous n'êtes pas de la CEI. Non, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Moi, je vous parle au nom des téléspectateurs. Non, on est en 2025. Oui. Une révision de la liste électorale doit se faire chaque année selon la loi. Allons-y. Allons-y. Comme vous représentez la CEI, allons-y. Non, je pose des questions. Non, vous ne posez pas des questions, vous affirmez. Monsieur Hamza. Non. Monsieur Hamza. Les élections, la révision de la liste électorale doit se faire chaque année. Merci. Actuellement, il y en a une qui s'est faite en 2024 et qui est encore en cours. Peu importe comment la CEI travaille. Chaque année, est-ce qu'il ne faut pas d'abord que ça finisse avant de... Mais c'est à eux de travailler pour que ça finisse. Mais ils sont en train de travailler, on a l'affichage des listes. En 2020, on a fait la révision du 5 juin au 10 juillet avant les élections. D'accord. Donc on peut la faire. D'après ce que je sais, et vous aussi certainement vous le savez, l'affichage de la liste doit se faire le 17 prochain. Mais c'est à eux de travailler pour aller vite. Mais ça se fait là. Oui, d'accord. Donc quand ils finiront... Et 2025 est loin, ils vous ont pas encore dit qu'ils vont pas le faire. Donc vous me rejoignez qu'ils vont le faire, qu'ils doivent le faire. Avant les élections. Vont le faire, qu'ils doivent le faire. La CEI sera ici et va répondre à cette question. Non, mais la CEI a toujours été sur le plateau, elle a toujours dit. 2025, c'est encore long, on est encore 9 mois. Donc ils ont changé. Donc selon vous, ils vous ont dit qu'ils vont changer leur discours qui dit il est techniquement impossible de faire la révision de la liste électorale cette année 2025. Je dis que je n'ai encore aucun discours officiel de la plateau. CEI. Eux vous le diront. Pour le moment, moi, je sais que 2025, c'est encore 9 mois qui courent. Ils vous diront certainement s'ils le feront ou ils le feront pas. Aujourd'hui, le débat est ailleurs. Selon le code électoral, ils ont l'obligation de le faire. Vous avez un représentant au sein de la CEI, M. Dali, vous pourrez le leur dire. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on le dit. D'accord. Merci. Et il le dit aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur Ousmane? Non, en fait, je trouve quand même votre justification, pardon de vous le dire, mais la justification que vous venez de prendre, c'est une justification vraiment très inopportune. C'est laquelle? Vous ne pouvez pas... Oui. La CEI elle-même dit qu'elle recherchait 4 500 000 personnes, nouvelles personnes qui pouvaient s'inscrire sur la liste électorale. Donc, quand vous avez des jeunes, ce qui est en jeu, M. Diaby, ce qui est en jeu, c'est la vie des Ivoiriens. Ce qui est en jeu, c'est la légitimité de cette élection présidentielle. On n'est pas en train de jouer. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas eu suffisamment de cartes nationales d'identité qui ont été demandées, il n'y a pas eu suffisamment de certificats, donc où est le stock? Ce n'est pas un jeu, M. Diaby. Suffisamment, je n'ai jamais sorti suffisamment. Non, on va être clair. Je n'ai jamais dit suffisamment. Vous avez dit évoquer des chiffres. Et je les ai donnés. Oui. Je ne les ai pas qualifiés. Sont-ils peu? Sont-ils... Mais la CEI elle-même a donné des chiffres plus élevés que ceux-là. Donc, les chiffres, vous ne pouvez pas les donner. La CEI ne donne pas ces chiffres. La CEI donne le nombre d'inscrits, pas le nombre de CENI qui ont été délivrés. Ça, c'est le rôle de l'ONESI, docteur Ousmane. Je sais, mais je vous dis... Au début de la révision de 2024, la CEI a dit est attendu environ 4 millions de personnes, de nouvelles personnes qui peuvent s'inscrire sur la liste électorale. Donc quand on attend 4 millions de personnes, ce n'est pas à vous, M. Diaby, de venir dire sur le stock qui est disponible à l'ONESI, ce serait peut-être moins que ça. Ce que nous on dit, non, juste pour terminer. Bon, vous n'allez pas terminer. Le débat n'est pas à ce niveau. Oui, le débat n'est pas à ce niveau. La façon dont vous l'avez traité, vraiment... Non. Ils ont dit qu'ils ont des stocks d'1 million et autres. J'ai voulu juste donner... C'est plus que vous avez combien? Oui, mais vous avez votre stock, c'est combien? Monsieur Diaby, je vous répète que la CEI elle-même, pour votre stock, il y a 4 millions de personnes attendues. Pour votre stock à vous. Mais c'est 4 millions de personnes qui sont attendues sur la liste électorale. C'est 4 millions de personnes qui sont attendues, de nouvelles personnes. D'accord. On va pas faire le procès en l'absence de la CEI. D'accord. Et donc, on va passer à chose. Donc, votre position, on la connaît. Vous aussi, c'est qu'il y ait révision de la liste électorale. Notre position est que nous respectons la loi. On ne peut pas être dans un pays... Et c'est pour ça que je voulais que vous posiez la question à ce monsieur. À quel monsieur? Vous avez les noms de tout le monde ici, docteur Ousmane. On est là pour... Docteur Ousmane, Koné Mamadou est le représentant du RHDP. Adressez-lui à lui nommément, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je répète ce que je dis. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont plus de respect pour la loi. Quelque chose qui est écrit,
dont tout le monde a fait unanimité, qui a été adoptée. Les gens n'ont plus de respect pour cela. Le fait qu'on dise aujourd'hui qu'on peut faire une liste, on ne peut pas faire une révision de la liste électorale, c'est un manque de respect à l'ensemble des Ivoiriens. Ce n'est pas seulement au parti d'opposition, c'est à l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce que vous ne pensez pas, chers jeunes ici, chers responsables de jeunes ici, est-ce que vous ne pensez pas, on est en train de parler, on est en train de faire une émission pour vous les jeunes qui êtes au devant, qui êtes beaucoup utilisés en cas de crise, de tension. Est-ce que vous ne pensez pas que l'apaisement doit venir d'abord sur cette histoire de révision de la liste électorale-là avant d'en arriver à autre chose? C'est le respect de la loi. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que la meilleure façon d'éviter la chienlit dans un endroit, c'est qu'on respecte les règles qu'on s'est proprement fixées. Les règles qu'on s'est fixées, c'est la loi, M. Diaby. Quand vous voulez expliquer que la loi elle-même, on peut la rendre intelligente parce qu'elle est bête, nous, on n'arrive pas à le comprendre. La CEI vous répondra. La CEI mais elle n'a jamais répondu, justement. Elle sera face à vous. Vous avez un représentant au sein de la CEI. On a un représentant au sein de la CEI. Voilà. Tous les partis d'opposition sont unanimes pour quelque chose. Tous les partis d'opposition. Il n'y a que le RHDP. Qui est un parti d'ailleurs qui ne respecte pas des textes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de poser la question à M. Koné, comment il a été élu. Parce que c'est un parti qui ne respecte pas ses propres textes. Ça vous intéresse beaucoup, son élection. Non, ça m'intéresse beaucoup. Parce que vous avez ouvert dans un parti de Pandore. Une élection a lieu dans un parti. Oui. Quelqu'un est élu. Oui. Et ça fonctionne. En quoi, vous, d'un autre parti, ça vous intéresse? Ah, mais vous avez ouvert la porte en posant la question à M. Dali. Comment est-ce qu'il a été désigné? J'aurais aimé que vous fassiez la même chose pour M. Koné. Est-ce que je vous ai fait la même chose? Vous qui n'êtes même pas élu. Non. Tous les autres ici sont des présidents de parti. J'ai été désigné par mon parti, monsieur. Oui, mais allons-y avec ça. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas posé la question au représentant du RHDP. Vous ne le saurez pas. Pourquoi il n'avait pas Parce que je n'ai pas à vous... Son élection a fait un buzz national. Ce n'est pas vous qui faites l'émission, Dr Ousmane. On parle de tensions qu'il faut éviter dans ce pays. Ne commençons pas sur un plateau. Vous n'allez pas imposer à un modérateur, à un journaliste de poser vos questions à vous. Allez-y. Non, vous avez posé à un autre invité. J'aurais aimé que la même chose... Est-ce que les mêmes questions, par exemple, ce que je vous pose à vous, est-ce que je la pose forcément à M. Terré? Allez-y, suivez le fil de votre émission. Allez-y. Quelles sont les actions qui ont été menées par la jeunesse et quel est l'impact de la jeunesse des partis politiques? Ce maillon essentiel pour véhiculer donc les idées, les programmes, des formations politiques sur le terrain. Malheureusement, certaines de ces actions se soldent toujours par des tensions. On va voir cela dans ce reportage que nous propose Justine Sey de la direction des magazines d'information. En 2020, dans la population ivoirienne estimée à 26 377 000 habitants, les adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans représentent 33%, soit 8 643 000 individus. Et dans les processus politiques, sociaux et économiques, les jeunes représentent plus de 77% de la population. La jeunesse ivoirienne se positionne ainsi comme un partenaire, une force d'action et de proposition pour le développement du pays et la consolidation de la paix. Par conséquent, la jeunesse des partis politiques se veut le maillon de la mise en œuvre sur le terrain des idées, des mots d'ordre de ces partis. Chaque camp politique défend son idéal. Il y a quand même un éditorial, il y a une ligne politique. Donc chacun appelle, chaque homme politique, chaque beau politique appelle la jeunesse. Seulement, on n'est pas contre, mais il faut bien orienter cette jeunesse. Il ne faut pas l'appeler à faire des bagarres, à faire des histoires. Il faut chaque fois conscientiser la jeunesse pour dire qu'on a un pays ensemble, on a un pays en commun qu'il faut préserver. Chaque jeune au sein des différents partis défend la position de son parti politique. Chacun d'eux est en train de faire l'apologie de son champion. Mais quand au moment venu, ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont aller vers les démunis, qui seront dans les quartiers, leur demandant de descendre dans les rues. Les actions des jeunes militants ont, à n'en point douter, un impact sur la population ivoirienne en général et la jeunesse en particulier. Chaque jeune a un choix politique, c'est ce qui est dangereux pour le pays. C'est les jeunes qui doivent prendre conscience et qui doivent être intelligents. Donc à eux de parler à leurs amis, ce n'est pas la politique qui va vous diviser. Ils mettent les autres devant, ils deviennent un bouclier humain pour eux. Et puis ceux qui ont attisé la flamme de la violence, les discours de haine, là, ils sont à l'abri. Retombées positives ou négatives, la jeunesse ivoirienne représente une frange importante de la population. Elle gagnerait à militer pour la consolidation de la paix, pour sa stabilité et sa survie. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir d'une nation?
La jeunesse, l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne représentée sur ce plateau donc par 4 représentants de jeunesse, 4 partis politiques, formations politiques ici, le PPACI, le RHDP, le PDCI-RDA et l'UDCI, représenté donc par son président de jeunesse, M. Théré Serge Innocent. Alors, est-ce que votre parti, Monsieur le Président des jeunes du RHDP, est-ce que votre parti dispose d'une stratégie spécifique justement pour impliquer les jeunes dans la surveillance du processus électoral? Effectivement, il faut dire que depuis notre élection, comme je l'avais dit tantôt, nous avons initié un séminaire qui s'est tenu ici à l'INGS où nous avons convié les membres du Bureau national et nos 350 départementaux jeunes à l'effet de venir réfléchir sur la stratégie que nous devons déployer sur le terrain pour préparer les élections à venir. Et cette stratégie nous a conduit directement sur le terrain. Nous avons eu des grands meetings qui regroupaient par moments des milliers de jeunes. Et après ces meetings, nous avons eu des rencontres de proximité. Et présentement, là où je vous parle, nous sommes actuellement en tournée d'installation des coordinations de jeunesse. Et nous profitons de ces LUCAN pour mettre les jeunes en mission. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Contrairement à un autre monde que nos voisins de côté nous présentent, c'est-à-dire avoir tous les démembrements de leurs différents partis politiques sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et c'est là que les choses se tiennent. Donc nous sommes à la tâche, nous sommes sur le terrain et nous préparons sérieusement les élections présidentielles à venir. Et qu'est-ce que vous faites exactement, hein? La question est pour tous. PPACI, M. Dali, qu'est-ce que vous faites pour que la jeunesse ne soit pas manipulée justement pour tomber dans ces violences-là qu'on redoute tous? Monsieur Hamza, merci pour la question. La jeunesse ne peut pas être manipulée à partir du moment où les conditions, je dis toujours, les conditions d'élection transparentes et crédibles sont faites en amont. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit il vaut mieux prévenir les crises en s'asseyant et discutant. Nous appelons le parti au pouvoir à mettre en place cette table de discussion avec tous les partis politiques. Et vous savez, comme je dis, la jeunesse, elle prend des décisions dans les partis, dans les comités centraux, etc. Donc notre condition, c'est que le parti au pouvoir fasse asseoir tous les partis d'opposition et qu'ils discutent des conditions pour des élections libres et transparentes pour que les jeunes ne soient pas, in fine, après les boucs émissaires. Donc il faut régler le problème en amont. Et c'est pour ça que nous avons 3 conditions. Nous avons dit le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ça c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est que la réforme ou le remplacement de cette CEI qui est déséquilibrée, et ensuite la révision et l'audit de la liste électorale. Ce sont ces 3 conditions qui vont faire. Vous allez voir, si on fait ces 3 conditions, vous allez voir que ces élections seront crédibles et transparentes. D'accord, CEI déséquilibrée. Clairement, et les jeunes ne seront pas manipulés parce qu'en amont, on aura créé les conditions. À quel niveau? Comment? Expliquez-nous, on veut le savoir. La CEI déséquilibrée, c'est-à-dire? La CEI est déséquilibrée parce que les membres de la CEI, quand on regarde le démembrement, on est à peu près 80% qui sont on va dire, des démembrements du parti au pouvoir. Monsieur Hamza Diaby, je voulais savoir, le déséquilibre de la CEI a commencé en quelle année? Parce que... Donc vous validez qu'il existe en ce moment? Non, je suis en train de faire... Est-ce qu'il existe en ce moment, M. Monsieur Hamza, non, je continue. Monsieur Hamza, c'est moi qui avais la parole. Le déséquilibre de la CEI a commencé... Ça va vous revenir tout à l'heure. Allez-y. On va vous donner la parole. Mon frère Dali qui est là a été élu maire de Lakota en septembre 2023. Et ces élections ont été organisées par cette même CEI, où son président s'est déplacé pour aller à son investiture. Donc, le déséquilibre de la CEI a commencé en quelle année? Du PPACI. Et après cela, je n'ai pas terminé. Et après cela, lorsque mon frère Dali était dernièrement à Saïwa, lors de sa prise de parole, il a dit, et je cite, que vous devez vous mobiliser pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et après cela, il faut imposer une révision de la liste électorale pour ne pas que Gbagbo soit en nid aux unes. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients du fait que si nous allons actuellement aux élections avec ce format, ils n'ont aucune chance de gagner les élections. Non, on ne va pas aller sur ce débat-là. On est en train de parler... même pas aller aux élections. Non, mettez... Vous avez dit, M. Arthur Dali, Monsieur Arthur Dali, vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. C'est moi qui ai la parole. Il faut que je me dise. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de violence. On n'assistera pas à des violences électorales ou post-électorales s'il y a des élections transparentes. Mais est-ce à dire qu'il
qu'il n'y a jamais eu d'élection transparente dans ce pays, libre, parce que toutes les élections auxquelles qu'on a connues ont toutes abouti à des crises, à des tensions. D'accord. C'est quoi la question? Est-ce à dire que ces élections-là, il n'y en a jamais eu de transparente dans ce pays? Ce que je dis. Est-ce qu'il y a déjà eu une élection transparente au moins dans ce pays? Vous-même, vous le dites, si vous emmenez ce débat pour dire que quelle est la place de la jeunesse pour éviter des élections sans violence, ça veut dire l'historique des élections en Côte d'Ivoire montre qu'il y a toujours des violences. Donc si une élection est crédible et transparente, je ne vois pas pourquoi il y aurait des crises. Regardez au Ghana ce qui s'est passé. Alors il n'y a jamais eu d'élection libre? Non, ça c'est votre conclusion. Moi je vous donne juste mon diagnostic. Je vous dis que l'historique des élections en Côte d'Ivoire nous montre qu'il y a toujours des crises. Et pour éviter ces crises, il faut qu'on s'asseye avant pour discuter ce qui n'a jamais été fait. Donc c'est cela nos conditions. Pour qu'il y ait des conditions libres et transparentes pour ces élections, il faudrait que le parti au pouvoir calme le jeu, appelle tous les partis d'opposition à une table de discussion et que nous puissions débattre de ces conditions. À votre niveau, M. Terré, comment vous faites à votre niveau pour que les jeunes ne soient pas manipulés, ne retombent pas dans ces violences qu'on a toujours connues? À l'UDCI, avec le président Anissé Nyanzi, président actuel, l'école du parti a été instituée. Voilà, c'est devenu un principe de fonctionnement même de l'UDCI. C'est l'école où tous les jeunes citoyens sont formés. Le 7 décembre dernier a eu lieu la 9e session de l'école du parti, où, avec pour invité d'honneur le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, que nous saluons au passage pour cette longue et parfaite collaboration. Et il faut dire que le CNDH, dans toutes les organisations qu'elle mène, la jeunesse de l'UDCI a presque participé à tout. Et le président même de la JDC que je suis a été invité spécial à un des plateaux lors de leur tournée au niveau de Trècheville. Et au-dessus, à côté de tout cela, il faut dire que l'UDCI a appelé le 6 juin 2024 à travers son secrétaire général, Marcelin Douka, à ramener l'âge pour être candidat aux élections présidentielles à 25 ans et aux élections sénatoriales à 25 ans également, tout comme se fait cela au niveau des élections législatives. Voilà, pour que les jeunes... D'accord. Là, vous parlez de l'âge de départ, 25 ans au moins. Et l'âge maximum? L'âge maximum... Vous n'y avez pas réfléchi? Non, on n'a pas de problème avec l'âge maximum. À 100 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, la gestion d'un pays, c'est beaucoup dans la tête et la sagesse est beaucoup importante dans la gestion d'un pays. Donc, on n'a pas vraiment de problème avec l'âge. D'accord. Et vous, à votre niveau, comment une jeunesse d'un parti émergent comme vous peut-elle peser dans le débat électoral? Il faut dire que l'UDCI, la jeunesse de l'UDCI, quand elle fait ces différentes séances de formation, elle est en train de préparer demain. Et c'est cette relève-là qui viendra pour changer plus ou moins ces donnes-là. Aujourd'hui, quand on parle d'élection, comme le frère l'a dit, M. Dali l'a dit, depuis l'arrivée de la démocratie en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'élection présidentielle sans violence. Et malheureusement, notre jeune nation n'arrive pas encore à se retrouver à ce niveau-là. Et c'est à nous jeunes, de prendre conscience de cela. C'est à nous jeunes de porter en premier lieu notre casquette de jeunes avant d'ajouter celui de notre coloration politique par-dessus. Sinon, et ça commence ici, sur ce plateau. On n'est même pas encore aux élections, déjà mais ici, déjà, c'est assez chaud. Est-ce qu'au PDCI, est-ce qu'il existe des formations pour la jeunesse à votre niveau au PDCI, des formations dédiées à la jeunesse du parti, véritablement pour vous inculquer ce qu'il faut? Oui, déjà, il y a des formations théoriques, mais la majorité, c'est des formations pratiques. Parce qu'au PDCI RDA, nous, on considère que la pratique en politique est plus importante que la théorie. Donc, dans les différentes... Comment ça se manifeste? Dans les différentes sections, dans les différentes JPDCI, vous allez voir que
dans chaque JPDCI organise parfois des séances de formation. Je félicite même déjà publiquement le vice-président de la JPDCI urbaine, Dr Yabo Anaman Narcisse, qui a organisé comme ça 2 formations à l'épée et à couper. Formation sur les jeunes, avec les jeunes, formation sur la façon de faire la politique de façon décente. Et en même temps, je rappelle que le PDCI-RDA a toujours été le creuset des intelligences et, j'allais dire, le laboratoire des ressources humaines de qualité. Ça a toujours été le cas. C'est un parti politique. C'est vrai, vous allez voir, nous débattons toujours avec beaucoup de vigorosité, c'est notre caractéristique. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas d'animosité ad hominem. Nous n'avons pas d'animosité contre les êtres humains parce que nous avons pour principe que la violence verbale peut mener à des violences physiques. Donc parfois, on peut faire un débat qui soit vigoureux, qui soit âpre, mais que ça reste, voilà, que ça reste que des débats, ça ne dépasse pas le cadre. Malheureusement, ce sont ce genre de débats âpres, comme vous le dites, qui peuvent conduire à autre chose. Non, c'est l'utilisation des mots et des expressions parfois qu'il faut. Vous savez, si vous regardez la politique dans divers pays, parfois on débat. Le débat peut être chaud, mais le débat, il doit rester... Voilà. D'ailleurs, si M. Mamadou Koné me rencontre, c'est un être humain, c'est un Ivoirien d'abord, mais c'est un être humain au-delà de tout. Nous sommes tous des êtres humains, on a l'obligation de... D'accord, ça c'est vous et M. Mamadou Koné, mais ceux qui vous ont regardé, vous savez comment ils prennent ce que vous dites là et comment eux agissent dans leur quartier? Nous avons des divergences idéologiques qui sont profondes. Et à chaque fois que nous allons débattre sur nos divergences idéologiques, les divergences seront étalées, ça c'est clair. Non, on le fait dans la courtoisie. Non, je termine. Les divergences idéologiques que j'ai avec le RHDP sont profondes. Ce parti a créé la souffrance des Ivoiriens depuis 15 ans. Ce parti a créé un programme jeunesse du gouvernement qui a échoué. Ce parti a créé 1 milliard par jour. Ce parti a fait une politique là en mettant 1 milliard par jour. Allez-y à Djamé, à Abobo, chez mes amis de Yopougon, demandez où est le milliard par jour. Ils vous diront qu'ils n'ont pas vu. Donc quand moi je débat et que je commence à parler avec un parti qui est responsable de la souffrance des Ivoiriens, souffrez, M. Diaby, que je sois vigoureux dans mes propos. Je dois souffrir que vous attisiez le feu. Non, je n'attise pas le feu. Vous savez, Monsieur Koné Mamadou, allez-y, vous avez quoi à dire? Oui, ce que je suis en train de... Tout à l'heure, mon frère Ousmane Chérif était en train de dire des choses. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons les Ivoiriens qui vivent sur les réseaux sociaux. Et il y a des Ivoiriens qui pratiquent le terrain. Je pense que mon frère Dali ne pourra pas raconter les mêmes énormités comme mon frère Ousmane Chérif, parce que toutes les fois que nous sommes à l'intérieur du pays, que nous sommes au fin fond du pays en train de constater le travail que le président de la République a bas nuit et jour. Il est en train de se promener sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télé. Et malheureusement pour lui, il n'a pas encore parcouru toute la Côte d'Ivoire. Nous, au moins, chaque week-end, chaque semaine, nous sommes au fin fond du pays pour aller constater le travail qui est fait par le président de la République. Et nous avons une frange des Ivoiriens qui sont là et qui disent que c'est vrai, ils ont promis 1 milliard par jour, on ne voit pas. Mais en réalité, ils bénéficient de ces milliards chaque jour. Lorsqu'on va aujourd'hui, entre tous les gros villages de la Côte d'Ivoire, on va trouver au moins un collège de proximité. Lorsqu'on prend la route pour aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit les réseaux routiers de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers. Et c'est ce qui fait jalouser aujourd'hui la Côte d'Ivoire à travers tout le monde. Donc, le fait que mon frère Ousmane Chérif dise qu'on ne voit rien, c'est quand même des énormités. Le PPACI étant dans l'opposition, comment sa jeunesse s'organise pour se faire entendre dans le débat politique? Alors, avant de parler de la jeunesse qui s'organise, nous organisons très bien. Nous faisons des séances de formation, de sensibilisation. Nous sommes sur le terrain. Vous savez, nous sommes un jeune parti, de tous les partis. Nous Depuis sommes les 2021, plus jeunes. oui. Nous sommes les plus jeunes ici, sur le plateau, donc nous nous organisons. Mais je voudrais revenir sur ce que mon frère Koné Mamadou a dit. Il a dit que comme nous partons ensemble... on va dire à l'intérieur du pays, nous voyons les réalités, mais on les voit différemment. Lui voit des milliards sur les routes, nous on voit la misère. Moi, quand je vais, je vois la misère tout le temps quand je vais à Lakota. Et je peux dire qu'il parle de route. Moi, il a dit que j'étais à Saïwa. J'ai fait Gagnoa-Saïwa, la boucle du cacao, Soubri. Mais est-ce que vous êtes déjà parti, vous avez fait la route ici à... Je connais ce pays. Vous connaissez? Non, pas le pays, juste ce tronçon. Ce pays, je le connais. C'est une atrocité. Vous voyez, donc quand on dit qu'on a mis des milliards pour faire le réseau routier et qu'on laisse on va dire cette boucle du cacao, là où vient tout le cacao, à peu près 80% du cacao de Côte d'Ivoire, ces routes sont délaissées, on peut dire où vont les milliards. Et on nous a mis 2 péages. Alors, j'ai 3 péages. Je quitte chez moi jusqu'à Lakota, j'ai 3 péages aujourd'hui. Donc, quand on met des péages pour des routes, en principe, quand on met des péages, il faut qu'il y ait une voie de contournement. Selon la loi, il n'y en a pas. Donc, on nous oblige, à prendre des péages. Donc, les produits qui viennent
de la quota aujourd'hui vont être augmentés sur le marché. Donc, ça va faire en sorte que le panier de la ménagère sera encore en souffrance. Donc, on a tout ça. Les Ivoiriens vivent dans la misère. Il dit qu'il voit des milliards qui sont distribués ça et là. Mais non, ce n'est pas possible. Nous, on ne voit pas, on voit la misère. Et je peux dire Monsieur Dali, l'axe Saïwa-Gagnoa que vous avez pratiqué et qui, pour vous, reflète toute la misère du pays. Non, pas toute la misère. Je dis simplement ce tronçon. Je peux vous en donner des centaines d'autres tronçons qui, eux, sont très bien tracés. Donc et qui, je peux le faire aussi. Mais moi, ce seul tronçon... Mais ce n'est pas le seul. Vous voulez qu'on vous dise, donne tous les tronçons. Allez-y, je vous donne le temps. Non, c'est pareil. Ces tronçons, ces localités sont nées après 2011. On a une route. Apparemment, ces localités sont nées après 2011. De la quota. Moi, je parle d'où je vais pour l'instant. Oui, effectivement. Donc, pendant votre mandature de 2010 à 2020, non, attendez. Est-ce que c'est localité? C'est lui qui pose les questions. Allez-y, M. Koné, il va terminer. Allez-y, M. Dali. Je vais juste répondre à la question. J'étais juste en train de dire que ce qu'il a dit, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais souffrez qu'on ne les voit pas de la même manière. C'est ça le débat démocratique. Sauf que vous avez donné ce pourquoi vous ne voyez pas de la même manière. Vous avez donné un tronçon. Mais oui, donc il peut me dire que la voie... Ce pays est admiré aujourd'hui pour la qualité des routes qui sont en train d'être... On l'entend à droite et à gauche. Il n'y a pas de route dans ce pays, il n'y a pas de pont. Qui a dit qu'il n'y a pas de route sur le plateau? On n'a pas dit... À dire quoi? Dans mon village, entre Touba et Ouaninou, il y a une route qui je fais près de 3 Vous parlez d'une route. En Côte d'Ivoire, il y a des dizaines de milliers de routes. Et tout n'est pas fait au même moment. C'est moi qui avais la parole. Allez-y, monsieur docteur, attendez. Allez-y, monsieur Dali. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Allez-y. Vous avez dit qu'il y a la misère à Saïwa. Il m'a dit que lorsque nous allons à l'intérieur du pays, nous voyons la beauté des routes et nous voyons que la misère a disparu. Je lui ai dit que nous ne voyons pas la même chose. Qu'il souffre qu'on ne voit pas la même chose. C'est clair. Moi, je ne vois pas cela. Donc, je peux dire ce que je vois. Donc, merci de me laisser dire ce que je vois. Et pour l'amélioration, puisqu'il est en train de dire qu'ils sont en train de le faire, moi, je dis qu'il y a un axe qui est délaissé. Et s'il y a tant de milliards pour le faire, qu'ils aillent le faire. C'est tout ce que je dis. Maintenant, pour parler de la jeunesse, au niveau de la jeunesse, nous, au PPACI, nous nous organisons. On a un bureau national et j'ai fait en sorte que ce bureau national, il n'y ait pas de, comme ils le font dans tous les jeunes, pas de jeunes de plus de 35 ans. Nous avons des formations, nous sommes en train d'implanter sur toute l'étendue du territoire, donc nous nous organisons pour ces élections. Et nous attendons que les conditions, et je le répète, des conditions d'élection libres et transparentes soient mises en place pour que ces jeunes aillent tranquillement voter leur candidat, qui est le président Laurent Gbagbo, et simplement. C'est tout ce que nous disons. D'accord, M. Koné, vous vouliez dire? Oui, effectivement, tout à l'heure, je l'avais dit. Il y a dit que malheureusement, en Côte d'Ivoire... C'est quoi la question, M. Koné? Je n'ai pas compris. J'étais en train de parler. Non, il n'a pas posé de question, c'est pour ça. Non, mais laissez poser la question. Vous avez dit de vous laisser terminer. Vous avez dit de vous laisser terminer. Non, lui, vous avez demandé... Moi, je ne vous parle pas à M. Koné. Qui a la parole? Vous avez dit de vous laisser terminer, donc je termine alors. C'est lui qui doit attendre une question, pas vous, ça lui est adressé. Mais nous sommes des auditeurs. La question, c'est quoi, M. Koné? Il réagit. J'étais en train de réagir pendant que vous étiez en train de parler. C'est possible? Il réagit à quoi? Non, je voulais laisser parler. C'est à votre discours de tout à l'heure. Non, il réagit à quoi? Si vous l'écoutez, vous saurez à quoi il réagit. Lorsque je pas le savoir. Malheureusement, il y a une frange de la Côte d'Ivoire qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est ça. Lorsqu'on prend aujourd'hui, dans le district du Yoruba, dont est originaire Dr Ousmane Chérif, la voie Séguéla Touba est déjà terminée aujourd'hui. District du Yoruba, le Bafé... Allez-y, M. Koné. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je pense que c'est basique. On y va, M. Mamadou. Je disais que lorsqu'on va dans son district, parce qu'il a parlé de son village tout à l'heure, je vais lui dire que jusque-là, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. 30 secondes. Lorsqu'on part de Séguéla à Touba, la voie est déjà bitumée. De Touba à Ouaninou, la voie est bitumée. Et la voie Touba-Sawela, en faisant le contournement, passe devant lui-même sa cour au village à Ganoué. Il ne sait même pas que la voie est en train d'être bitumée aujourd'hui. Donc lorsque je dis qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont confortablement installés sur les réseaux sociaux et il y a les Ivoiriens qui vivent les réalités des populations, c'est cela la différence en fait. Donc il faut que nos frères apprennent à aller découvrir... Messieurs, chers invités, chers responsables... sur le terrain aujourd'hui, c'est important, c'est très important pour eux-mêmes. Chers responsables de jeunesse, on va écouter celui qui est votre président, à vous tous
c'est Ibrahima Diabaté, le président donc, du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Notre reporter Siaka Kone est allé lui demander le rôle exact du Conseil. Est-ce qu'il travaille directement avec vous, jeunesse de partis politiques, pour que justement on n'assiste pas à ce genre de débat houleux, de tension, rien que même sur des plateaux de télé? Et puis, quelles sont ses actions en tant que président du Conseil? Quelles sont ses actions réelles pour une élection sans violence? On va l'écouter maintenant. Le Conseil national des jeunes est l'organe consultatif créé auprès du ministère en charge de la jeunesse. Nos délégués départementaux ont des vice-délégués qui sont issus du parti au pouvoir, mais également des partis d'opposition. Les délégués régionaux, les délégués départementaux nomment dans leur bureau des leaders de jeunesse de partis politiques en fonction des critères d'âge qui sont issus du parti au pouvoir et des partis d'opposition. C'est pareil pour le bureau exécutif national, où nous nommons donc un vice-président qui est issu donc du parti au pouvoir et recommandé par le parti au pouvoir, mais un vice-président également issu des partis d'opposition et recommandé par les partis d'opposition. Parallèlement à ça, quand les jeunesses de ces différents partis politiques, pas seulement ceux qui sont nommés au sein du bureau, mais des autres partis politiques portent des initiatives, nous font l'honneur de nous inviter et nous nous présentons en fonction donc des besoins exprimés et des attentes donc qu'ils expriment à notre égard. Et cela est pareil aussi, vice-versa. Quand on a des formations, on les associe, ils se rendent disponibles et présents. Donc nous travaillons en tout cas en synergie et surtout dans le sens de la consolidation de la paix et dans le renforcement du climat social au profit de tous les jeunes de notre pays. Nous souhaitons que l'élection du président de la République en 2025 soit une élection apaisée, soit une élection à l'image de la CAN. Et pour ce faire, nous ambitionnons d'organiser la 4e édition du concours Impact Jeune pour récompenser et reconnaître le mérite de tous les grands acteurs donc de paix et tous les grands promoteurs de paix, aussi bien les partis politiques que également de la société civile. Parallèlement à cette initiative, des formations à l'endroit des leaders de jeunesse de tous les départements. Et cette année, nous comptons également faire en sorte que les leaders politiques partent échanger avec ces leaders de jeunesse-là et leur faire comprendre surtout que l'élection présidentielle n'est qu'un jeu. À côté des formations à l'endroit de ces leaders de jeunesse, nous entendons également appeler à beaucoup plus de responsabilités à travers des formations qui vont également inclure les jeunesses de partis politiques. Cela avec la collaboration et l'appui technique et financier du ministère en charge de la solidarité et de la cohésion. Et pour finir, une grande tournée également à l'intérieur du pays pour appeler l'attention des uns et des autres sur l'enjeu qui est le nôtre cette année et sur l'enjeu donc des élections et sur le fait surtout que l'élection présidentielle ne devrait en aucun cas être cause de division. Alors, on vient d'écouter Ibrahima Diabaté, le président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Est-ce que le CNJCI travaille en synergie avec vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, Dr Chérif Ousmane? J'ai ouï entendre dans son développement qu'il y avait certaines personnes de son bureau qui sont nommées en pré-concertation avec des partis d'opposition. Donc, je n'ai pas connaissance, à l'instant où je suis sur ce plateau, d'un membre du PDCI-RDA qui aurait été nommé dans le bureau de CNJCI. C'est possible vous n'en avez pas connaissance, vous ne savez pas, donc on ne va pas l'évoquer. Mais ce que je veux dire, pour un peu élargir la question de la CNJCI, c'est que nous, on aurait aimé que ces gens de structures fassent des rencontres officielles avec l'ensemble des jeunesses. Parce qu'il y a des rencontres qui sont quand même assez formalisées, qui peuvent permettre de discuter sur d'autres sujets qui peuvent être assez intéressants, plus importants que la CNJCI pourrait traiter. Voilà. À votre niveau, vous travaillez avec le CNJCI? On travaille en parfaite collaboration. D'accord. Et vous? Oui, après notre élection, nous avons demandé audience au président national du CNJCI. D'accord. Et il nous a reçus depuis lors. Nous travaillons en parfaite collaboration. Vous travaillez et puis vous, ensemble, est-ce que vous entrevoyez une élection présidentielle tranquille, apaisée dans ce pays-là? Vous travaillez avec le CNJCI? Alors, moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. D'accord. Le PPACI, on veut dire. Est-ce que le PPACI, la jeunesse PPACI, peut-être pas vous personnellement, comme vous dites? Je suis le président de la Ligue des jeunes. Il ne peut pas travailler avec la jeunesse du PPACI sans passer par moi. Comme je ne l'ai pas encore rencontré, je pense qu'on ne travaille pas ensemble, mais j'appelle à ce qu'on puisse se rencontrer pour travailler sur ces questions-là. D'accord, justement, pour que vraiment cette élection qui arrive soit apaisée. Quelles initiatives vous mettez en place justement pour promouvoir une élection sans violence? Chacun à son niveau. Qu'est-ce que vous faites
pour faire la promotion d'une élection sans violence, docteur? Alors, en tant que une élection sans violence, entendons-nous bien, à une portion qui est dévolue à l'opposition, une portion qui est dévolue, une grande portion d'ailleurs, qui est dévolue au parti au pouvoir. D'accord. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. À chaque fois qu'il y a eu des violences... On fait toujours la même chose aussi quand c'est bon, quand les résultats sont bons. Si on s'attend à un résultat différent en faisant la même chose, c'est de la folie. Ça, c'est Einstein qui le dit. C'est une citation. On ne va pas citer la citation. Allez-y. Donc, globalement, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans une situation et qu'on a vécu des choses auparavant, la Côte d'Ivoire a vécu déjà des crises pré- et post-électorales, donc on sait un peu quelles sont les prémices de ces crises-là. Les prémices de ces crises sont parfois la rupture du dialogue politique. Aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à présent, le parti au pouvoir n'a pas encore ouvert le dialogue politique. Nous appelons à ce que ce dialogue politique-là soit ouvert. Ce sont des signes qui appellent à la baisse de la tension, qui diminuent toutes les velléités de violence qui sont possibles dans ce genre de circonstances. Déjà au PDCI-RDA, je l'ai dit et je le redis encore sur ce plateau, nous avons toujours été un parti de paix et de non-violence. Oui, ça vous le dites, vous le redites. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est de là que je partais. D'accord, allez-y. Donc, nous avons toujours été un parti de non-violence, nous avons toujours appelé à la non-violence. De ce fait-là, déjà en préélectoral, vous avez vu toutes les structures de jeunesse qui sont allées qui ont motivé la population pour les révisions des listes électorales. Par exemple, M. Innocent Yao, avec j'allais dire, les actions qu'il a menées pour la révision de la liste électorale. À chaque fois que nous allions vers les jeunes, nous allons leur dire, nous sommes un parti politique qui ne souhaitons pas la violence, qui voulons un climat de paix. La JPDCI urbaine est allée à Oumé, est allée dans le Moronou où notre président est élu. Et nous avons encore répété à ces jeunes-là que nous sommes un parti de paix. Nous sommes le seul pratiquement qui n'avons jamais payé un seul fusil pour donner à un Ivoirien, pour ôter la vie à un autre Ivoirien. Nous sommes pratiquement parmi les grands partis politiques, celui qui peut se taguer de le dire. Donc aujourd'hui, le PDCI-RDA est en train de faire ce travail. La jeunesse du PDCI-RDA est en train de faire ce travail-là de sorte à ce que l'ensemble des jeunes comprennent que la violence ne sert à rien, ça ne mène à rien. Mais en même temps, comme je l'ai dit dans mon introduction, la grande responsabilité, je vais dire ça, incombe au parti au pouvoir. Jusqu'à présent, on ne voit aucun effort de leur part. Et quand j'entends encore M. Mamadou Koné sur ce plateau, je ne pense pas que les efforts seront faits pour améliorer ce genre de choses. Commençons par donner l'exemple sur ce plateau. Tout le monde nous suit. On va commencer par donner l'exemple ici. Vous, M. Koné, en tant que parti au pouvoir, le RHDP a-t-il une responsabilité particulière pour garantir une élection sans violence? Oui, déjà, nous, en tant que président national de l'Union des jeunes du RHDP, après notre élection, nous avons mené quand même pas mal de démarches. Je le disais tout à l'heure à mon frère Dali, je lui disais que toutes les fois que je l'appelle, il ne décrochait pas. Et il me dit qu'il n'a pas mon numéro certainement. Même mon frère Chéri Ousmane, je l'appelle parfois, toutes les fois qu'il a eu ces débats sur les plateaux de télé, je l'appelle pour les réconforter, pour dire que nous sommes des frères et que... Le réconforter? Oui, bien sûr. Et même son président national, je l'appelle parfois pour le saluer, quand même pour savoir, pour démontrer à tout le monde que nous, en tant que jeunes, nous avons plus à gagner dans la paix. Voilà, nous n'avons aucun intérêt à s'aimer le désordre, à prôner le désordre, disons. Et donc, nous, en tant que RHDP, si vous avez suivi, il y a eu plusieurs dialogues politiques ici en Côte d'Ivoire. Depuis le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, sous le Premier ministre Patrick Achi. Donc, dit que nous ne sommes pas dans les dispositions, c'est là quand même raconter d'autres choses. D'accord. Est-ce qu'à votre niveau, les jeunes du RHDP, est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui vous accusent d'intimidation envers l'opposition? Bon, je pense que mes déclarations sont publiques. Toutes les fois que nous avons des activités, mes déclarations sont publiques parce que j'invite toutes les chaînes ici en Côte d'Ivoire et mes propos sont dans la presse. Nulle part, vous allez voir que j'ai appelé au désordre. Voilà, et j'ai toujours prôné le dialogue, j'ai toujours prôné la calmie. Donc nous sommes quand même dans de bonnes dispositions pour préserver la paix ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes au pouvoir et nous avons plus à gagner lorsqu'il y a la stabilité ici en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous allons continuer de dérouler ce développement que le président Alassane Ouattara a toujours donné à la Côte d'Ivoire. On est tous d'accord ici. Quand je vous écoute, on est tous d'accord que cette élection, elle doit être sans violence. Sans violence. Mais
Est-ce qu'on fait tous ce qu'il faut pour qu'elle le soit véritablement? Vous avez tous de belles solutions pour que cette élection soit sans violence et pourtant, les populations dehors, en vous écoutant ici sur le plateau, craignent le pire. Mais, Monsieur Hamza, quand vous regardez les élections qui se sont passées au Ghana, tout près de nous, les élections se sont passées sans violence. Donc, on peut toujours avoir des copies, on peut toujours regarder ce qui marche. Et pourquoi ça a été comme ça? Vous voyez, il y a des séances de formation que, on va dire, des organismes mettent en place pour sensibiliser la jeunesse, pour former cette jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas éduquée, vous allez voir qu'elle sera sensible à toutes les intimidations, à toutes les, on va dire, interprétations, etc. Donc, nous, au PPACI, nous avons des formations pour des jeunes. Mais ce qui est plus important, pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut que les acteurs politiques puissent mettre en place ce cadre. Et c'est pour ça que j'appelle encore le parti au pouvoir. Il n'y a pas assez de dialogue. Tant qu'on dialogue, c'est pour le bien de nos populations. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a eu trop de dialogue et donc c'est fini, on n'en fait plus. Non, si nous appelons à un dialogue, il faut toujours dialoguer. Puisque nous sommes dans une année électorale, nous appelons à ce que le dialogue politique puisse se faire ici en Côte d'Ivoire pour avoir ces élections. Vous allez voir, ces jeunes, lorsqu'ils vont voir le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, autour d'une table, ou le président de l'UDCI et tous les autres présidents de partis politiques en train de discuter des conditions de ces élections, ça va apaiser tout le monde. Tous ces jeunes qu'on voit qui ne peuvent pas être instrumentalisés s'il y a ce genre de conditions, vous allez voir que ça va baisser les tensions. Mais s'il n'y en a pas, et lorsque l'opposition appelle à un dialogue et qu'il y a la sourde oreille, mais qu'est-ce que ces jeunes peuvent faire? S'ils ne peuvent pas s'exprimer en amont, ils peuvent s'exprimer en aval. Et on ne sait pas comment ça peut devenir. Donc, ça peut dégénérer. Donc, en amont, ça ne doit pas dégénérer. Justement, c'est pour ça que nous appelons au dialogue, M. Hamza. Nous appelons le parti au pouvoir à ce qu'il mette ce dialogue politique en sorte qu'il n'y ait pas de violence en Côte d'Ivoire. On veut une élection avec une passation. Parce qu'il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire de passation entre un président élu et le précédent avec une passation des charges de façon pacifique. Nous voulons le voir en 2025 et nous appelons à ce que le parti au pouvoir mette ces conditions en place. Est-ce que les différentes alliances politiques... Allez-y. Vous vouliez parler? Oui. Allez-y, rapidement. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux interventions de mes co-débatteurs qui parlent de respecter la loi quand il s'agissait de la révision de la liste électorale et qui sont en train de parler de dialogue quand il s'agit d'un autre dossier. Je crois que soit on décide de respecter la loi, on est un pays de droit où tout est réglementé. Voilà, on décide de suivre la loi, ça dépendra de vous. Parce que quand il s'agira de la liste électorale, si on applique la loi, quand il s'agira d'un autre dossier, on s'arrête. Parce que comme je vois, comme vous êtes en train de me regarder, quel dossier? Non, par rapport à un dossier, vous parliez de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Non, mais je demande au parti au pouvoir. Vous êtes au pouvoir? Je donne mon point de vue. Ah d'accord, non, je ne savais pas. Comme vous êtes en train de m'interpeller, moi j'interpelle de faire un dialogue. Je donne mon point de vue. Il va terminer, M. Dali, il va terminer. Oui. Voilà, M. Gbagbo Laurent, c'est un homme public. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste comprendre l'axe de... Il va terminer. Et voilà. Lorsqu'il s'agit de sa réinscription sur la liste électorale, là, on ne parle plus de suivre les règles ou bien suivre la loi, mais on parle maintenant d'un dialogue pour que... J'ai fini. Oui. On parle d'un dialogue pour qu'il puisse être réinscrit sur la liste électorale. Non. Là, on parle de respecter, je crois que on parle il va de terminer. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est de la loi qu'on parle. Monsieur Dali, il va terminer. Vous aurez la parole. C'est un échange. Non, ce n'est pas un échange d'abord. Il termine. Mais si. Il termine et vous prenez la parole. Soyons conséquents dans nos dits. Quand on prend une voie, il faut qu'on reste sur cette voie. Si on décide de passer par le dialogue, comme lors de la crise dans les années 2002 à 2010-2011, je crois qu'à votre temps, le président Laurent Gbagbo avait fait un choix du dialogue. Et tout se faisait en fonction du dialogue et non en fonction de la loi. Actuellement, on vous demande, moi personnellement, à l'UDC, on vous demande de faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui dialogue, et puis demain, dites non,
la loi. Vous pouvez réagir là-dessus, M. Dali, très rapidement. Ça nous amène, en fait. Très rapidement. Alors, dialoguer, c'est un problème ici en Côte d'Ivoire. Dialoguer. Ils viennent de me dire qu'on devrait suivre mais la loi a dit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a sorti une décision. C'est une décision de justice. C'est une cour à laquelle la Côte d'Ivoire était membre. Et elle a dit d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est juste ça qu'on demande, de respecter cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. On n'est pas en train de plaider, on n'est pas en train de plaider ou de plaidoyer. Et il me dit qu'il ne faut plus de dialogue. On ne peut pas opposer dialogue à la loi. Donc, il ne faut plus de dialogue, vous avez dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, donc nous n'opposons pas le dialogue à la loi. D'accord. Allez-y, M. Koné, très rapidement. Vous parlez de dialogue, qui a la parole, je ne sais plus. C'est bon, votre échange. Qui a la parole. C'est bon, M. Théré, c'est bon. Allez-y, M. Koné. Comme on le dit chez nous, c'est qu'on ne peut pas se brosser les dents tout en les triant. On ne peut pas dire que la CEI fixe au nom du code électoral, on prend un article et dit plus tard qu'on ne connaît pas certains articles. L'article 4 de la CEI et du code électoral nous donne les dispositions de qui doit être sur la liste électorale et qui ne le devrait pas. Et donc, on ne peut pas nous demander de respecter l'article 6 et tout en oubliant l'article 4 qui définit... D'accord. Une nouvelle fois, nous respectons tous les articles. Mais oui, mais c'est vous qui ne respectez pas. Monsieur Hamza. La CEI n'est pas ici. On ne va pas faire le procès de la CEI. Merci beaucoup. Est-ce que, messieurs, chers responsables de jeunes sur ce plan, monsieur Koné, est-ce que les alliances politiques... On va couper les micros de Arthur Dali et de... OK. Est-ce que les alliances politiques qui sont en train de se former, qu'on observe dernièrement, est-ce que c'est une chance à la construction de la paix pour que justement il n'y ait pas d'élections avec des violences, des tensions? Alors, le PDCI-RDA, à son siège, je crois il y a quelques jours, il y a eu la formation d'une coalition qui est appelée CAP Côte d'Ivoire, qui est la coalition pour une alternance pacifique. Donc déjà dans le mot pacifique, il va sans dire que c'est une alternance qui fait la promotion de la non-violence. Donc nous au PDCI-RDA, je le redis encore pour une troisième fois, nous avons toujours prôné la non-violence et l'acquisition du pouvoir uniquement par les voies démocratiques, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors donc cette voie d'union-là est d'abord sur certaines revendications qui sont prioritaires. Si vous avez écouté la porte-parole de CAP Côte d'Ivoire, qui est Mme Simone Eivé, elle a dit que parmi les points, les points urgents, il y a la CEI. Et nous disons que c'est vraiment une réforme, c'est vraiment un point qui pour nous est la priorité des priorités. Parce que quand vous avez un match à jouer, c'est vrai, vous vous entraînez au maximum, mais en même temps, vous devez avoir un arbitre qui est impartial. Parce que quel que soit votre niveau d'entraînement, si vous avez un arbitre qui est partial, si vous avez un arbitre qui a la moitié de son maillot, qui est... Vous parlez encore de la CEI? Non, mais qui n'est pas ici. Non, je suis juste en train de dire pourquoi nous avons créé l'Alliance, M. Hamza. L'Alliance, parmi les revendications de l'Alliance, en un, il y a les revendications qui sont autour de la CEI. Si vous avez bien écouté, elle a dit que ce n'est pas une alliance idéologique. Il y a des partis de gauche et des partis de droite. Donc, ce n'est pas une alliance idéologique, mais c'est une alliance sur certains points clés de revendication. La CEI est déséquilibrée. La CEI est en train de nous amener dans une révision des buts qu'on va marquer après le match. Donc, pour nous, c'est important qu'on en parle parce que c'est un sujet qui est important. Dernière chose sur laquelle je veux juste terminer, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a un parti quand même, il faut avoir le courage de le dire, il y a un parti qui refuse de prendre ses responsabilités. Moi, j'écoute M. Koné Mamadou sur ce plateau à chaque fois avec beaucoup d'attention parce qu'il est le représentant du parti au pouvoir. On n'a pas encore entendu dans ses propos, nous allons ouvrir, ou bien il est pour le fait qu'on ouvre maintenant un dialogue politique. Il vient de dire qu'il y a déjà eu des dialogues politiques auparavant. Il y a déjà eu suffisamment de dialogues politiques. Donc, monsieur, vous êtes je n'ai pas dit qu'il y a suffisamment de dialogues politiques. Vous êtes tous ici, en tant que, monsieur Koné, vous êtes tous ici en tant que des émissaires, des envoyés, en tant que jeunes, des partis politiques. Mais les instances de décision, vous n'êtes pas au sommet. Non, je parle de son souhait à lui en tant que président des jeunes du RHDP, un
dialogue, c'est le souhait de tout le monde. Mais les souhaits, oui, non, bien entendu, mais vous n'obligez pas quelqu'un à émettre un souhait. Je sais, je veux dire que le dialogue, normalement, quelqu'un de politiquement qui veut l'avancée de ce pays ne peut pas s'opposer à un dialogue politique. Donc j'aurais aimé que M. Koné Mamadou, qui est sur ce plateau, le dise officiellement qu'il est pour le dialogue politique qui va s'ouvrir. Monsieur Dali, la coalition Cap Côte d'Ivoire a été créée. Il y a plus d'une dizaine de partis qui sont au sein de cette coalition. Vous êtes resté en dehors, PPACI. Pourquoi, déjà? Et puis, c'est quoi votre stratégie pour la course à la présidentielle? Alors, je salue mon camarade du PDCI. Je salue cette mise en place de CAP qui permettra de pouvoir ensemble, parce que le PPACI appelle depuis longtemps à ces conditions et ils se sont réunis pour les mêmes conditions qu'on demande. Donc, nous saluons cette initiative et nous allons aller ensemble, justement, avec CAP pour défendre ces conditions que nous demandons, ce dialogue, la révision de la liste. C'est tant est que vous pouvez partir ensemble, pourquoi vous n'en faites pas partie? C'est une stratégie. Et de toute façon, vous savez, le dialogue, je pense que c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert à tous les partis. Donc, laissez libre cours à ces alliances de se faire sans problème. Il y a l'un des grands décideurs de votre parti qui disait ce soir même que vous n'êtes pas du tout concerné par cette coalition. Oui, la coalition qu'ils ont faite maintenant, on n'y est pas. Vous constatez qu'on n'y est pas. Bien sûr. Donc, elle est ouverte. Comme vous parlez d'aller ensemble. Oui, les conditions, on a les mêmes propos, on a les mêmes demandes. D'accord. Votre parti, vous et le RHDP, votre parti a été impliqué dans la crise de 2010. Quelles leçons, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé là en tant que responsable de jeunesse, justement, pour que demain soit meilleur? 2010-2011. Alors, au risque de me répéter, comme je dis, il faut faire en sorte qu'il y ait des conditions, je le répète, des conditions pour une élection crédible et transparente. Et comme il a dit, il faut que l'arbitre soit impartial. Tout est dans la main de l'arbitre et du parti au pouvoir, d'appeler à les discussions et que l'arbitre soit impartial et qu'il y ait une réforme. Et nous demandons... En 2010, vous admettez, les conditions n'étaient pas réunies. Mais on est tous en Côte d'Ivoire ici, on sait ce qui s'est passé en 2010. On ne va pas revenir là-dessus si on ne va pas finir le débat. On va en 2025, nous demandons à ce qu'on oublie ce passé-là et qu'on fasse en sorte que l'histoire ne se répète pas. Monsieur le président de la Ligue du PPACI, vous avez participé à une élection de... Le PPACI est né en 2021, en fait. Votre président était président d'un autre parti. Lequel? Le président? Le président Laurent Gbagbo. Oui. Non, mais vas-y, on y va. Vous ne connaissez pas votre président? On y va. Monsieur Hamza, on y va. D'accord. Il a participé en tant que président d'un autre parti. Il a participé à ces élections-là. Oui. Étaient-elles transparentes? Ces élections étaient-elles transparentes? Puisque vous y êtes allé. Sinon, vous n'y serez pas allé, non? Alors, lorsqu'on parle d'élections et qu'on veut des conditions transparentes, soit on va aux élections, soit on ne va pas aux élections. Répondez à ma question. Non, mais je vous demande. Si on se pose des questions, on n'en finit pas. En 2010, vous voyez que ça s'est terminé par une crise, d'accord? Et pour éviter qu'on ait encore une élection qui se termine par une autre crise, nous devons prendre leçon du passé et nous mettre ensemble pour discuter mais pourquoi il y a eu telle crise ou telle crise. D'où le dialogue que nous appelons le dialogue politique avec tous les partis pour discuter des conditions pour éviter tout ce qui s'est passé en 2010, en 2000, etc. D'accord. Les populations vous demandent à vous 4 questions. Chacun d'entre vous va répondre à chacune de ces questions. Comment la jeunesse des partis politiques, veuillez prendre note pour ne pas oublier, comment la jeunesse des partis politiques peut-elle transformer son engagement en une force de paix plutôt qu'en un vecteur de violence lors des élections? Je crois qu'on y a répondu un petit peu. Et avec ces positions de belligérance affichées par la jeunesse PPACI et PDCI, ne pensez-vous pas que cette jeunesse est manipulée? 3e question. Comment voyez-vous l'avenir de la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire? Quels défis pensez-vous que les jeunes leaders devraient relever pour renforcer leur influence politique? Et puis, dernière question, quelles sont vos idées pour augmenter la participation des jeunes dans le parti? Question pour tous les leaders, donc. Oui. Qui démarre? Vous, M. Terré? Bon,
Comme la dernière question, elle est récente, elle est encore dans ma tête. Nos idées pour amener les jeunes à s'intéresser à la chose politique. Vous avez 30 secondes chacun pour répondre à ces 4 questions parce qu'il nous reste 10 minutes pour finir cette émission. D'accord. Et effectivement, il faut comprendre que le jeune, il est la plus grande part de la population. Et donc, le choix que lui va opérer compte beaucoup. Et donc, l'éducation qu'on doit apporter à ce jeune-là, si la base est déjà ratée, il ne faut pas qu'on s'attende à d'autres choses. D'accord. Allez-y, excusez-moi, mais il faut y aller très rapidement. Docteur Ousmane Cherif. Oui, pour la première question, on y a déjà largement répondu, je ne vais pas revenir dessus. Pour la deuxième question, en fait, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de porter des valeurs. C'est vraiment très important qu'on ait des valeurs qui émergent dans la société. Et ce sont ces valeurs-là qui vont permettre à chacun et à chacune de nous de pouvoir influencer ou influer dans la société. Malheureusement, les valeurs que la Côte d'Ivoire porte actuellement sont des mauvaises valeurs. Les valeurs, on détruit la valeur de l'école. Le RHDP et le gouvernement RHDP a détruit la valeur des écoles. Regardez tous ces docteurs non recrutés qui ont été arrêtés, qui ont été maltraités par le régime RHDP. Donc la valeur même que les jeunes donnaient aux études n'a pratiquement plus de sens. Le RHDP a mieux valorisé des personnes qui mettaient peut-être du savon dans l'oreille que des personnes qui ont fait de longues études. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour répondre à la question, il faut redéfinir des valeurs. Pour qu'on détruise complètement la valeur violence qu'on a installée. Valeur violence? Oui, la valeur violence qu'on avait installée. Parce que de 1999... La violence, une valeur? Non, j'ai dit, à un moment donné, c'est en griffe que je le dis. Voilà, de 1999 jusqu'à 2011, on a eu tellement de personnes qui ont grandi dans la violence. Nous, pratiquement tous ceux qui sont sur ce plateau-là ont fait leur adolescence dans la violence. Donc, c'est devenu pratiquement une norme sociale. Et il faut pouvoir détruire cette norme sociale-là. Et c'est ce qu'il faut détruire. Seul le PDCI-RDA a passé toute son existence pratiquement à parler de ces valeurs-là. D'autres partis politiques ont préféré prendre des armes. Merci beaucoup. Koné Mamadou. Malheureusement, là où le RHDP est en train de fournir assez d'efforts pour construire des salles de classe, des universités, un peu partout, il y a certains leaders politiques qui, ne sachant rien de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils tournent un peu... lorsqu'ils viennent pour des vacances en Côte d'Ivoire, parce que j'appelle ça vacances, lorsqu'ils viennent dire par exemple qu'eux, ils allaient préférer, au lieu de ces salles de classe, mettre la climatisation dans des salles qui sont couvertes par des pailles. Bon, voici un peu la différence entre ce que le RHDP propose et ce que nos voisins proposent. Nous avons des valeurs. Le président Alassane Ouattara incarne un homme de paix. C'est un homme de paix, de stabilité, qui aujourd'hui est en train d'abattre un travail de macabre à la tête du pays. Et cela fait que la majorité des Ivoiriens migrent aujourd'hui vers le RHDP. C'est ça la réalité face à tout ce qui... Allez-y, M. Dali Arthur. Je n'aurai pas le temps de répondre. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Moi, sur la question de la participation des jeunes, de l'implication des jeunes, je pense qu'elle est fondamentale. Pour ma part, je pense que même si on voit que la représentativité des jeunes n'est pas cela, moi je propose, comme je disais, qu'il y ait peut-être des quotas sur des listes, par exemple sur les conseils régionaux ou des listes pour les conseils municipaux, d'un quota de jeunes comme on fait pour les femmes. Il y a eu 30% des femmes sur les listes. Si on impose cela pour des jeunes, je pense que ça va attirer des jeunes à plus s'investir dans la politique et s'intéresser à la politique. Et en même temps, des formations. Il y a des formations aux jeunes sur le processus électoral, sur les élections et sur l'enjeu même du processus électoral qui met en exergue leur vie dans ce pays. On en arrive au dernier axe de notre débat politique de ce soir, consacré aux recommandations de chacun de vous, chacun de mes invités. Mais avant, on va écouter les propositions des populations. Seydou Ouattara a promené son micro dans la ville d'Abidjan, demandant aux populations ce qu'elles attendent de la jeunesse des partis politiques pour une élection sans violence. Tour d'horizon de leurs réactions. Ce que moi je peux dire aux présidents des partis politiques, c'est de sensibiliser la population. Parce que les élections, c'est la paix. Pour qu'il y ait des élections apaisées, c'est de dire aux différents présidents des jeunes, des partis politiques, de s'asseoir, de discuter ensemble entre les différents partis politiques. Accepter les unes. Parce que le fait de refuser les unes, on voit toujours des crises, des tensions entre jeunes. Comme conseil, face à la jeunesse, d'avoir des mots apaisés pour que les élections se déroulent dans la paix. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Il faudrait que les jeunes qui occupent les différents partis politiques là, comprennent que maintenant, la violence, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Il faudra qu'on comprenne, il faudra que notre mentalité soit changée. Nous attendons déjà que les différents partis politiques puissent s'accorder ensemble, voilà, pour qu'on puisse, pour mettre plutôt la population en confiance. Voilà, parce que je pense que tout part déjà de l'accord. Si les différents partis politiques s'accordent ensemble, les populations seront en confiance et les élections vont se passer dans un cadre de paix. Au président des jeunes des partis politiques de ne pas forcément suivre les leaders politiques pour des intérêts personnels. Parce qu'il faut aussi voir l'intérêt de la nation. La jeunesse, c'est la relève de demain. Et quand une jeunesse suit son leader pour un gain sordide ou bien pour des intérêts personnels, je pense que le pays n'a plus de relève et n'aura plus de relève pour demain. Que ces jeunes-là comprennent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul parti, n'appartient pas à une personne, mais elle appartient aux Ivoiriens. Quelle sera votre principale action, vous en tant que responsable de jeunesse, pour prévenir les violences pour ces élections-là, cette élection présidentielle qui arrive? Votre prochaine action, c'est quoi? Votre principale action que vous allez mettre en place, vous allez mener? Alors, notre principale action, c'est une action qu'on a déjà débutée, c'est de continuer à faire en sorte que le débat politique puisse s'axer autour des idées, que ça puisse s'axer autour du bien-être des Ivoiriens. Et qu'on désarme les mots aussi. Désarmer les mots, oui, bien sûr qu'on désarme les mots. Vous savez, dans ce débat, vous n'allez pas trouver dans mes propos une injure ou une parole condescendante. Non, pas du tout. Il y en a eu quelques-unes quand même, Dr Osman. Vous dites? Il y en a eu quelques-unes quand même. Les débats que nous faisons, M. Diaby, ce sont des débats qui sont âpres, qui sont... D'accord, allons-y. Mais les mots ne sont pas des mots injurieux. Allons-y. Nous allons continuer à mettre le débat sur la vie des Ivoiriens. Parce que pour nous, les débats annexes ne sont pas importants. Le débat que le jeune doit... les débats les plus importants dont les jeunes doivent prendre conscience, ce sont les débats qui en sont en rapport avec la vie des Ivoiriens. Et donc, j'aimerais même terminer, comme c'est certainement mon dernier mot. Non, ce n'est pas le dernier. Votre principale action, M. Koné, votre principale action pour prévenir les violences électorales? Dans les prochains mois, l'élection, c'est le 25 octobre. Qu'est-ce que vous allez faire prochainement pour prévenir les violences? Nous le disons partout. Chez nous, la meilleure façon d'éviter les violences, c'est de préparer les élections sérieusement. Et depuis que nous sommes là, depuis que le parti est en ordre de bataille, ça fait déjà plus de 2 ans que le parti est en ordre de bataille pour les élections 2025. Et pour nous, lorsque nous préparons sérieusement les élections présidentielles, il n'y a pas de raison de faire des violences. Vous avez pris des exemples tout à l'heure. Ils ont parlé du Ghana à côté, on parle du Sénégal parfois. C'est parce que dans ces pays, l'opposition travaille sérieusement pour arriver au pouvoir. Donc nous disons à tout le monde que la meilleure façon d'éviter les violences, c'est de sérieusement préparer les élections. Et lorsqu'on a perdu, on a perdu. On se prépare pour revenir encore pour les échéances futures. D'accord. UDC. À l'UDC, on a demandé que le vote soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Votre principale action dans les prochains mois pour prévenir les violences? Il faut penser d'abord à l'emploi. Parce que votre action, à votre niveau en tant que UDC? On a un programme dans ce sens. D'accord. On a un programme dans ce sens. L'importance de l'emploi, c'est que c'est généralement les jeunes qui ne sont pas occupés, qui attendent les périodes électorales qu'on appelle la traite, un griffe, pour passer là le matin, prendre 2000 francs. Est-ce que vous avez un plan pour que de mars, aujourd'hui, 11 mars, jusqu'au 25 octobre, cette question de chômage soit jugulée pour que les violences n'arrivent pas? C'est ce que vous voulez dire? Demander d'abord principalement au gouvernement de... Certes, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais d'encore faire, de parfaire pour que les jeunes soient occupés de façon plus positive par le travail. D'accord. Ça, c'est... OK. Allez-y, vous avez un deuxième élément, allez-y. Et puis, il faut promouvoir l'éducation civique. D'accord. L'éducation civique est tellement essentielle pour le fonctionnement. En tout cas, à l'UDC, on souhaiterait mettre cette matière-là au centre même de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et même l'éducation. Quand l'enfant a l'âge d'aller à l'école, il faut que l'école soit obligatoire. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. L'école est gratuite et obligatoire. Tant mieux. Tant mieux. C'est des principes de... D'accord. Allez-y, M. Dali. Alors, oui, la jeunesse au PPACI, nous sommes actuellement même, on a le secrétaire général, M. Théodé Gervais, qui a lancé une tournée nationale, que la jeunesse aussi est impliquée.
afin de sensibiliser pour des élections apaisées. C'est même le thème. Donc on est déjà en plein dedans. Et j'appelle, puisque nous appelons un dialogue politique qui doit être mis en place par le parti au pouvoir, j'appelle le président de la jeunesse. Au niveau des jeunes, on peut se rencontrer et avoir ce débat-là et donner un livre blanc au parti au pouvoir pour lui dire, bon voilà, les jeunes se sont réunis, main dans la main, et on dit, voilà ce que nous demandons. Et je pense que cela peut avoir un impact. D'accord, vous allez garder la parole. Parce que déjà, lors de notre toute première activité de mobilisation, en avril 2024... Après votre élection? Oui, après notre élection, nous avons commencé par une grande mobilisation qui s'est tenue à la place CPN de Yopougon, qui a réuni au moins 10 000 jeunes. Et au cours de mon intervention, je l'ai dit, j'ai dit qu'après cela, nous allons tendre la main à tous les partis politiques. Est-ce que vous avez tendu la main depuis lors? Bien sûr, tout à l'heure, je le disais. Ah, que vous leur téléphoniez quelquefois, d'accord. Et quels mettre en place... D'accord, vous allez garder la parole. Vous allez garder la parole, 45 secondes à chacun, et puis on boucle cette émission. Monsieur Dali, c'est par ici que ça se passe. On va terminer. Votre dernier mot. Quels engagements vous prenez en tant que responsable de jeunesse des partis pour garantir un climat serein lors de la présidentielle? Quels engagements vous prenez? Et puis, quel sera quel message vous adressez aux jeunes de votre parti et aux jeunes des autres partis, justement? Quels sont vos engagements et quel message? 45 secondes, même question pour tout le monde. Allez-y. Nos engagements, c'est de faire en sorte que ces élections soient apaisées. Pas de violence. Nous appelons, et c'est ce que nous allons faire dans toutes les tournées. Vous allez tout mettre en œuvre. Cette violence ne passera pas par vous. Aucunement. Votre mot à tous les jeunes de Côte d'Ivoire? J'appelle toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à être mesurée, que ce soit dans les propos, et à ne pas avoir d'actes violents. Et nous appelons à ce que tout soit mis en place pour qu'il y ait des élections transparentes et libres et avoir un arbitre impartial. Allez-y, docteur Haussmann, même question. Engagement et mots, adresse aux jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, nous nous engageons déjà à ce que nous avons déjà commencé, qui est le fait que le débat politique reste un débat politique d'idées, que ce soit un débat, même s'il est âpre, il reste un débat politique d'idées, et que tout ce qui est annexe, qui n'intéresse pas vraiment la vie des Ivoiriens, soit poli, soit enlevé du débat politique. En même temps, nous nous engageons aussi, pour ce que nous avons déjà commencé, à faire en sorte que le débat politique reste, j'allais dire, un débat qui soit apaisé. Parce que, vous savez, le PDCRDA a décidé de ne pas partir sur un plateau de télévision officiellement parce qu'un des chroniqueurs avait parlé de faire... D'accord. Votre adresse aux jeunes de Côte d'Ivoire? Je termine en disant que c'est important que les médias publics essaient d'être le maximum impartial parce que c'est important pour équilibrer les débats publics. On s'arrête là? Mon adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est de leur dire que n'ayez pas peur parce que nous sommes en démocratie et en démocratie, nous avons le droit de critiquer le pouvoir en place, nous avons le droit de manifester. Non-violence, des mots de non-violence. Oui, tu parles de la légalité. On a le droit, vous savez, en Côte d'Ivoire, des personnes ont marché pour un influenceur. On a le droit de manifester quand on a besoin. Allez-y, monsieur Koné Mamadou, allez-y. 45 secondes. Lorsque nous pas fini. Non, parce que vous, quand on a une règle, on y va. Non, mais je termine ma phrase. Laissez-moi terminer ma phrase. Non, vous ne faites pas ça. Mais quand on vous dit vos engagements, on est en train de déborder rien que pour ça. Quand on vous dit vos engagements et votre mot à la jeunesse pour une élection non violente, on s'arrête sur ça. Mais je suis en train Allez-y, vous avez encore 10 secondes. Dernière phrase. Je dis, nous nous sommes déjà engagés, nous continuons de nous engager auprès des jeunes pour que le débat politique soit sain et soit sans violence. Et nous demandons aussi à ceux qui sont en face, notamment le RHDP et surtout aussi la justice, de faire en sorte que les droits soient équitables pour tout le monde et aussi la même chose pour les médias. Merci. Allez-y, monsieur Koné, 45 secondes. Nous avons malheureusement assisté à ce que nous avons tous vu et nous demandons à la jeunesse de tourner définitivement le dos à la violence et d'être des ambassadeurs de la paix à travers toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce message que nous passons partout, c'est ce message que nous lançons à travers toutes nos activités. Nous demandons à nos jeunes de faire la politique de façon responsable. Vous vous engagez à ce que la violence ne passe pas par vous? Nous nous engageons à ce que la jeunesse soit bannie du quotidien des Ivoiriens. Et ça ne passera pas par vous, ça ne viendra pas par vous. UDC, pour boucler. Nous les jeunes, la jeunesse est innocente et elle n'a pas beaucoup vécu, donc elle ne connaît pas, ou elle ne connaît pas beaucoup de choses. Il faut dire qu'elle est prédisposée à bâtir déjà un avenir meilleur, à condition qu'elle prenne conscience elle-même et se tirer des pièges de la manipulation des aînés qui ont vécu beaucoup de guerres antérieures. Et donc j'appelle ici mes co-débatteurs, en même temps collègues responsables de jeunesse politique,
à laisser de côté les histoires d'étiquettes politiques et de penser en premier à notre nation et à notre devenir. Merci beaucoup. Après ces échanges riches, de ces échanges passionnés, j'ai envie de dire, une chose est claire, la jeunesse n'est pas seulement un acteur du processus électoral, elle en est un garant. La démocratie ne se construit pas dans la violence, c'est clair, mais dans le respect des idées et des institutions. Que l'on soit donc du RHDP, du PDCI-RDA, du PPACI et de l'UDC, ou même d'ailleurs, une élection réussie, c'est avant tout une élection où la voix du peuple s'exprime librement et sereinement. Alors que nous avançons vers 2025, espérons donc que ces réflexions de ce soir inspireront des actions concrètes pour une élection sans violence où la jeunesse sera un modèle d'engagement et de responsabilité. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau débat.